Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'amitié avec un livre de Robin Dunbar, Amitié. La nature et l'impact de nos relations les plus importantes. Qu'est-ce que l'amitié? Vaste question. Vaste champ d'investigation et de recherche pour Robin Dunbar, qui dirige le groupe de recherche sur les neurosciences sociales et évolutionnistes du département de psychologie expérimentale de l'université d'Oxford. Donc un chercheur, un scientifique qui s'intéresse à l'amitié. Alors qu'est-ce que l'amitié? Avec une question peut-être d'abord assez basique. Combien a-t-on d'amis? Eh bien, Robin Dunbar a donné son nom à un nombre, le nombre de Dunbar. Combien a-t-on d'amis? Eh bien, pour ce chercheur, il y a plusieurs nombres. Il y a plusieurs degrés d'intimité, donc plusieurs degrés d'amitié. L'amitié est parfois extrêmement proche, parfois plus éloignée. Il y a un chiffre qui revient assez régulièrement, c'est ce chiffre de 150. Alors évidemment, si on a une vision restrictive de l'amitié, 150 amis, ça paraît beaucoup. 150, c'est les personnes que l'on connaît vraiment dans la vraie vie. Et ce chiffre, semble-t-il, a quelque chose d'assez universel, ou en tout cas, on arrive approximativement, quasiment partout et toujours à 150. Mais il y a des cercles plus étroits et d'autres plus large. De l'amitié concentrique, voilà comment il appelle ceci. Et les cercles de l'amitié. En analysant la taille des sociétés de petite échelle, j'avais remarqué que les différentes strates sociales semblaient former une série assez distincte, constituée d'un ensemble hiérarchiquement inclusif de groupes d'environ 50, 150, 500 et 1500 individus. Plus tard, dans les études sur les cartes de Noël, nous allions détecter des tendances similaires de 5, 15 et 150 correspondants, et sans doute une autre couche intermédiaire, parfaitement calée dans la partie inférieure de cette série. Alors donc, il en arrive à former une sorte de cercle concentrique, de nombreux cercles que l'on peut voir ici, où donc il y aurait les connaissances de nom qui sont 1500, les connaissances à proprement parler qui seraient 500, 150 amis, 50 bons amis, 15 meilleurs amis, 5 amis proches, et puis 1,5 intimes. Combien avons-nous de personnes véritablement intimes? Il semblerait qu'il y ait une différence. Il note souvent les différences entre les hommes et les femmes. Évidemment, des différences qui sont statistiques, et donc qui peuvent être variables selon les individus. Mais il semblerait que, justement, les femmes aient 2 amis intimes et les hommes 1, si je me souviens bien. Bref, il y a donc ces chiffres. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'amitié? Peut-être que justement, il y a des invariants, il y a des groupes qui fonctionnent de manière universelle ou de manière, en tout cas, toujours identique, ou très souvent identique. Alors, quelques leçons du début du livre, des 3 chapitres justement autour de l'amitié concentrique. La première nous résume Robin Dunbar.
La première est que le nombre d'amis significatifs est étonnamment limité et que dans l'ensemble, il ne semble que très peu varier selon les individus, voire les cultures. La seconde est que notre monde social est fortement structuré en une série de cercles ou couches qui ont également des tailles très distinctes, chacune d'entre elles étant associée à des fréquences de contact très spécifiques, à un sens précis de la proximité émotionnelle et à la volonté de fournir de l'aide. Ces couches semblent se prolonger vers l'extérieur par 3 autres strates de relations de qualité beaucoup plus faible, associées à un changement radical dans cette envie d'agir de manière altruiste. Nous sommes beaucoup moins motivés pour les aider, et le cas échéant, c'est généralement sur une base strictement réciproque. Je vais t'aider maintenant, mais j'attends que tu me rendes l'appareil plus tard. Lorsque nous aidons nos 150 amis, nous le faisons sans nécessairement nous attendre à la réciproque, mais elle sera toujours la bienvenue. Pour les amis proches, ce donnant-donnant est même hors de question. Le troisième point concerne la manière dont la parenté structure nos réseaux. Même dans les pays occidentaux développés où la famille n'est plus jugée comme aussi importante que dans les cultures plus traditionnelles. Apparemment, malgré ce que nous pouvons dire et entendre, la famille est toujours cruciale. Voilà aussi quelque chose d'important. Les amis, la famille, au fond, ça se mélange et la famille joue un rôle extrêmement important, structurel dans notre vie sociale. D'autres éléments sont développés dans ce livre, beaucoup, je ne vais pas tous les évoquer. Il parle d'empreinte sociale, il parle aussi des amis dans la tête, comment ça se passe dans notre cerveau par des études de neurologie, de neurosciences extrêmement sophistiquées, par des expériences de psychologie sociale, là aussi, qui montrent comment nous fonctionnons au niveau de notre cerveau. Il va également développer des questions sur la magie du toucher et puis sur le temps que prend l'amitié. Au fond, plus un ami est proche, plus on lui consacre de temps et plus on est proche aussi physiquement de cet ami. Et puis il y a des questions sur nouer les liens d'amitié, comment ça commence, comment on devient ami, des questions sur les langages de l'amitié, sur les moments aussi, où l'amitié se crée, se sent bien, notamment la nuit. Il se cache une question intéressante derrière toutes ces études sur le comportement conversationnel humain, le fait qu'il y a visiblement quelque chose de très spécial à faire tout cela la nuit, dans la pénombre. Quelque chose de magique dans le fait de raconter des histoires dans l'obscurité, à la lueur vacillante du feu. Comme si les histoires en obtenaient un avantage supplémentaire, un surplus d'anticipation et d'excitation qui les rendait plus passionnantes et plus significatives. En réalité, toutes nos activités sociales sont plus enthousiasmantes une fois la nuit tombée. Les fêtes, les dîners, les festins, le théâtre, les contes, les chants, les danses, même le bingo, tout cela semble acquérir quelque chose de merveilleux dans la pénombre. Et il va faire des études pour prouver ceci, que la nuit est favorable à l'amitié. Et puis il y a aussi les 7 piliers de l'amitié. Au fond, qu'est-ce qui fait que 2 personnes vont être amis? C'est ce qu'il appelle aussi l'homophilie. On aime ceux qui nous ressemblent. Et donc il s'agit de certains points communs. Il en dénombre 7. Avoir la même langue ou le même dialecte. Évidemment, une base de communication essentielle. Avoir grandi au même endroit. Avoir eu les mêmes expériences éducationnelles et professionnelles. Les médecins et les avocats sont notoirement connus pour graviter dans les mêmes cercles. Avoir les mêmes goûts et passe-temps. Avoir la même vision du monde, un amalgame d'opinions morales, religieuses et politiques. Avoir le même sens de l'humour. Et si vous avez bien compté, j'en ai
citée ici, il y en a une 7e qu'il rajoute plus tard, une liste à laquelle, à la suite d'une étude avec Jacques Launay, nous avons ajouté ce 7e critère. Avoir les mêmes goûts musicaux. L'importance des goûts musicaux dans l'amitié. Voilà qui est là aussi intéressant. Donc ces 7 piliers de l'amitié qui sont ce qu'il appelle plus loin des signaux d'appartenance à un groupe social donné, séparé des autres, de gens qui se ressemblent. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'autres réflexions sur l'amour et l'amitié, basées sur, là aussi, des études scientifiques, sur le genre des amitiés, où il montre que le monde social est genré, avec beaucoup de questions. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions et je ne suis pas sûr d'être totalement convaincu par ce qu'il dit, même s'il avance des preuves scientifiques de la manière dont les genres abordent différemment l'amitié, l'amour, l'intimité, etc. Je ne suis pas sûr de me reconnaître toujours dans la manière dont il perçoit le masculin. Donc, voilà, aujourd'hui, on voit que c'est des questions qui sont remises en cause. Ici, il a au fond une vision assez traditionnelle où il voit que le genre joue encore un rôle important. Et socialement, il joue encore un rôle important. Et ça, on ne peut pas non plus le nier. Et puis, il y a un chapitre sur la fin d'une amitié. Combien de temps ça dure, une amitié? Pourquoi les amitiés se brisent-elles? Voilà des questions qui sont extrêmement intéressantes. Et puis les vieilles amitiés, l'amitié à l'âge avancé. Les personnes âgées se retrouvent avec moins d'amis, se retrouvent souvent seules ou presque seules. Il y a des âges où l'amitié est plus grande qu'à d'autres moments, etc. Donc il y a énormément de réflexions sur l'amitié, sur les amis d'Internet aussi. Sont-ils véritablement des amis ou pas? Est-ce que avoir une activité intense sur Internet, c'est se couper des amitiés dans la vie hors Internet? Ou au contraire, est-ce que c'est la stimuler? Voilà des questions essentielles. Ce livre donne des pistes de réponse sur ces amitiés au pluriel, sur ces relations les plus importantes dans nos vies, quel rôle elles jouent. Évidemment, cela ne nous dispense pas d'une réflexion peut-être plus personnelle, où là on reste dans une vision d'études sociales, d'études de psychologie sociale, ou ce qu'il appelle ici neurosciences sociales. Et évidemment, en lisant ce livre-là, je reste un peu sur ma faim pour comprendre ce qu'est essentiellement l'amitié. Au sens fort du terme. Au fond, il y a quand même une sorte de mystère de l'amitié qui, malgré ce livre assez épais, malgré toutes les études autour de cette notion-là, ça résiste. Qu'est-ce qu'un ami véritable? Comment se noue une amitié? J'ai l'impression que tout ça donne des pistes, donne des indices, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose d'autre, de plus profond, mais qui demande une réflexion peut-être plus philosophique, peut-être plus personnelle, intime, sur ce qu'est l'amitié. Et puis, qui dépend de l'expérience réelle de l'amitié vécue, plutôt que de ces multiples études. Mais le livre reste extrêmement intéressant. Robin Dunbar, Amitié.